Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Vous devez savoir que je n'apprécie guère les techniques de manipulation mentale et toute autre violence psychologique qui vise à utiliser la faiblesse mentale d'autrui pour en faire son objet. On a le droit d'être faible à certains moments de notre vie et c'est pas pour ça que quelqu'un va devoir en profiter pour nous faire du mal. C'est ce que font souvent les sectes. Ils recrutent des gens qui sont assez faibles dans une période de leur vie où mentalement, psychologiquement, ils sont assez faibles. Ils cherchent un échappatoire, une religion, une spiritualité. Et les sectes recrutent souvent des adeptes parmi ces gens-là. Et du coup, ils leur retournent le cerveau, ils les manipulent et ils en font leur chose. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 11 points qui va vous permettre de reconnaître une dérive sectaire et de la détecter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dérive sectaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ces 11 points. Je me suis basé pour faire cette liste sur la liste mise en ligne par le Miviludes. Le Miviludes, c'est la mission gouvernementale de repérage et de vigilance contre les dérives sectaires. En gros, c'est la branche du gouvernement qui lutte contre les sectes. Donc, je ne sais pas ce qu'ils valent, je ne sais pas s'ils sont efficaces pour aider les gens qui sont embrigadés dans les sectes, mais ils ont quand même fait une bonne liste qui regroupe différents critères qui permettent de remarquer ce qu'est une secte. Donc une secte, pour résumer, c'est une organisation, une espèce d'organisation religieuse bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est réputé pour réunir plein d'adeptes, pour leur laver le cerveau et leur soutirer beaucoup de thunes. Donc, le premier point, pour opérer une secte, ça va être la manipulation mentale, de type pervers narcissique. Donc il y a une déstabilisation mentale, il y a la personne qui est embrigadée par la secte, donc l'adepte, a des angoisses et des anxiétés qui sont apparues depuis le contact avec la secte. Donc ça, c'est le point principal d'une secte. Il y a de la manipulation mentale. La personne est déstabilisée, elle n'a plus vraiment d'identité, elle est dépersonnalisée, elle rattache sa personnalité uniquement à un adepte de la secte. Elle perd son identité propre et ses aspirations propres. Elle a l'air d'être vidée de toute sa substance vitale, comme si elle était un robot, qu'elle était faible, peut-être même dépressive, et elle ne semble plus n'être que l'ombre d'elle-même. Avant de passer au deuxième point, je tiens à vous préciser que pour reconnaître une secte, ça ne va pas être si un de ces points est présent chez une personne que ça veut dire qu'elle est dans une secte. Elle peut simplement faire une dépression, par exemple, si elle se sent faible. Mais la secte, ça va être quelque chose qui regroupe les 11 critères, en fait, qui regroupe tous les 11 critères, ou au moins 10 de ces 11 critères. C'est l'ensemble de tous ces points-là qui va faire en sorte qu'une organisation peut s'apparenter à une secte, à une dérive sectaire, et non un seul de ces critères. Parce que vous verrez, tout ce qui concerne, par exemple, l'aspect financier, les extorsions d'argent, les choses comme ça, c'est pas forcément une secte, c'est peut-être juste une entreprise qui fait des magouilles. Donc voilà, il faut faire bien attention. Le deuxième point pour reconnaître une secte, ça va être les exigences financières exorbitantes. Donc les adeptes de la secte doivent faire des dons, payer des stages de manière obligatoire, payer des formations de manière obligatoire. Et il y a une évolution crescendo du montant d'argent qu'ils doivent dépenser et donner au gourou de la secte. Donc on leur demande de faire des dons, on leur vide tout leur compte en banque dans la secte. Le troisième point, ça va être une rupture de l'adepte avec son environnement d'origine. C'est comme les cas de manipulation avec un pervers narcissique. Un adepte d'une secte va se retrouver coupé de ses amis, coupé de sa famille et en gros coupé de tous ses proches qui sont bienveillants pour lui. Parce que si ses proches voyaient que l'adepte était dans la secte, ils essaieraient de l'en dissuader, de lui dire « Regarde, tu te fais du mal là, tu ressembles plus à ce que tu étais avant ». Donc la secte exige que de une, l'adepte passe beaucoup de temps avec les membres de la secte, ou avec la secte elle-même, ou bien que l'adepte renie sa famille ou les distance parce que cette personne n'est pas digne de comprendre la mission spirituelle de la secte, parce que c'est un être humain lambda qui n'est pas un élu, ou quelque chose comme ça. Donc en gros, l'adepte va se reculer et distancer tous les membres de sa famille et ses potes d'avant, ses potes bienveillants, et il va couper le contact de sorte à ce que des fois ils disparaissent carrément, on puisse même plus le retrouver. Le quatrième point pour reconnaître une secte, c'est l'infiltration des pouvoirs publics. C'est-à-dire que la secte aime bien avoir certains de ses membres qui s'infiltrent dans des postes de pouvoir de la société. Il peut y avoir des membres de la secte parmi les gendarmes locaux, ou encore
dans des postes de recrutement ou de ressources humaines dans certaines entreprises. Certains membres de la secte peuvent tenir un organisme de formation professionnelle agréé, ou encore même travailler dans l'informatique. Comme ça ils peuvent avoir des informations sur un peu tout le monde et ils sont forts en informatique. Comme par exemple la scientologie, il y a des chefs de grandes entreprises qui sont embrigadés dedans et même des acteurs super connus comme Tom Cruise. Ensuite, le 5e point, c'est le discours antisocial. Donc le gourou a sa propre vision de ce qu'est la liberté d'esprit, la liberté de conscience ou la liberté spirituelle. Le gourou, il a sa propre vision de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, et il impose sa loi, quitte à faire du mal aux autres. Il y a aussi une apparition d'un néolangage, c'est toujours dans le discours antisocial. Ce qu'on appelle le néolangage d'une secte, c'est un langage avec des nouveaux mots, avec des mots style cosmique ou qui balancent ascension cosmique, planétaire, des choses comme ça. Enfin, le gourou de la secte, il va vous faire des phrases pleines des mots de ce néolangage, de sorte à ce qu'elles soient très difficilement compréhensibles et que seuls les membres de la secte puissent comprendre le jargon de la secte. Et que pour ça, ils doivent reprogrammer leur cerveau à intégrer toutes ces nouvelles notions. Le gourou de la secte a du mal à s'exprimer de façon simple, ou il ne souhaite pas le faire simplement. C'est une technique pour manipuler le mental des autres, de sorte à ce que quand on intègre toutes ces nouvelles notions, on commence à penser avec, et notre pensée, elle est formatée par tout ce néolangage. Bien sûr, le fait d'avoir un néolangage ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement une secte. C'est s'il y a tous les autres critères que je vais citer aussi, qui sont réunis ensemble. Vous pouvez intégrer une nouvelle communauté, ou une nouvelle pratique, ou une nouvelle science, et que pour vous perfectionner dans cette nouvelle science, il faut apprendre des nouveaux mots, ou une nouvelle philosophie, ou des nouveaux concepts philosophiques. Donc c'est pas pour ça que quand il y a un néolangage, il y a obligatoirement une secte. Le 6e point, ça va être existence de démêlés avec la justice, dans les deux sens. C'est-à-dire que la secte a des embrouilles avec la police, soit parce que des adeptes qui se sont évadés de la secte ont porté plainte pour leurs pratiques barbares et abusives, soit parce que la secte a porté plainte contre ses adeptes pour propos diffamatoires, donc accusations sans preuve, parce que certains adeptes qui portent plainte, eh bien la secte n'aime pas ça, donc elle peut porter plainte en retour pour diffamation s'il n'y a pas de preuve. Donc dans les deux cas, il risque d'avoir des démêlés entre les adeptes de la secte et la secte elle-même avec la justice. Le 7e point, c'est du trouble à l'ordre public, et il y a plusieurs troubles à l'ordre public différents que font les sectes en général. Par exemple, de l'escroquerie, ils peuvent escroquer leurs adeptes et leur soutirer beaucoup d'argent de manière illégale. Le refus de prendre soin des adeptes, refuser que les adeptes de la secte aillent chez le médecin, ou encore refuser de donner des soins aux enfants parce que c'est contraire avec leurs principes spirituels bizarroïdes. Et aussi, il se peut qu'il y ait de l'abus de prosélytisme. Alors le prosélytisme, c'est quand les membres de la secte sont chargés de ramener d'autres membres dans la secte. Et en gros, ils sont chargés de prospecter, de trouver des potentiels membres qu'ils pourraient ramener dans la secte. Et les adeptes ont cette mission. Et il y a souvent un abus de prosélytisme, hein, c'est-à-dire que les adeptes peuvent se transformer en robots qui cherchent des nouveaux membres pour la secte. Mais sans le savoir, hein, c'est pas conscient tout ça, vu qu'ils sont manipulés. Ensuite, le 8e point, c'est une atteinte à l'intégrité physique. Donc ça, c'est dans certaines sectes, pas dans toutes, mais il y a des choses assez graves. Par exemple, la sanction physique des adeptes, comme si c'était des enfants maltraités en fait. Les adeptes, même adultes, peuvent se faire maltraiter par d'autres membres de la secte, plus haut placés qu'eux, et avoir des sanctions physiques, des coups de fouet, des blessures. Ils peuvent se faire abuser sexuellement, et il peut même y avoir de l'abus sexuel sur les enfants. Donc ça, c'est franchement très grave. Ensuite, 9, il y a embrigadement des enfants. Donc ça, c'est des choses que font toutes les grandes sectes. Ils embrigadent les enfants des membres de la secte. Ils vont leur faire, par exemple, un programme d'éducation spécifique qui comporte simplement les notions de la religion de la secte, en fait. Et les enfants, souvent, ne vont pas savoir lire, écrire, ou compter, ou faire du sport, ni connaître la géographie du monde. Mais ils vont, par contre, bien connaître les notions spirituelles bizarroïdes, enfin, ça n'a rien de spirituel d'ailleurs, de la secte. Ils vont aussi avoir une séparation d'avec les parents. Les enfants vont être séparés des parents et être éduqués à part, ou bien simplement placés en foyer. Ou aussi, il y a une négation de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que chaque enfant, chaque être humain,
a une personnalité propre, une naissance propre, comme je vous le répète tout le temps. On a tous une naissance propre, une nature, une énergie propre, une personnalité qui se construit en fonction de ce qu'on a vécu. Et les gourous de la secte nient la personnalité des enfants, ils les voient comme des objets, donc c'est de la perversion narcissique tout simplement. Le 10e point, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est un savoir venu d'ailleurs. C'est-à-dire que le gourou ne va pas dire « je suis un maître spirituel, j'ai acquis ma connaissance par moi-même, voici le fruit de mon expérience que je vous partage ». Dans la secte, il va surtout vous dire « ce que je vous partage, ça vient des extraterrestres. Ce que je vous partage, ça vient d'un livre, d'une religion qu'on a trouvé, mais on ne sait pas trop comment ça vient. » Il va vous dire que son savoir ne vient pas de lui-même, c'est pas ce qu'il a acquis par son expérience de vie, mais c'est quelque chose que des extraterrestres ou des entités ou des présences invisibles lui ont transmis, et que lui c'est simplement un messager qui a été choisi tel un élu pour vous transmettre son savoir. Donc en gros, il dit pas que c'est lui le gourou de la secte, que c'est lui qui a engendré tout ce mouvement, mais il se fait passer pour un intermédiaire mandaté par une présence supérieure pour vous transmettre un savoir venu de je ne sais où. Et ça, c'est très courant dans les sectes. Le 11e et dernier point, c'est qu'il y a une seule vérité, celle du gourou. Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon de penser du gourou, soit vous êtes sanctionné, soit vous dégagez et vous êtes banni de la secte. Et aussi, en partant du gourou, il y a une organisation pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a le gourou, tel un chef, ensuite il y a ses sbires les plus proches, donc c'est vraiment ses proches, ensuite il y a des sbires un peu moins proches, mais ils ont du pouvoir sur l'échelon du dessous, donc c'est vraiment pyramidal. Et en gros, il y a une organisation pyramidale dans la secte. Les derniers adeptes se retrouvent tout en bas et ils doivent gravir les échelons en faisant leurs preuves et en accomplissant des trucs de plus en plus durs mentalement et physiquement pour gravir les échelons. De sorte à ce que les adeptes les plus haut placés soient ceux qui ont le cerveau le plus lavé en général. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui en vidéo il était un peu lourd parce que j'ai parlé de plein de points négatifs. Désolé les amis si vous attendiez un truc plus positif. Sachez que les prochains jours je vous donnerai des sujets bien positifs sur la spiritualité, le développement personnel, la confiance en soi et plein de choses dans le genre. Mais par contre cette vidéo j'ai choisi de la faire parce que je pense que c'est vraiment important pour les gens qui sont coincés dans une secte de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider ou que ça a pu aider des personnes à prendre conscience qu'ils sont dans une secte ou que certains membres de l'entourage sont bel et bien dans une secte. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, qu'est-ce que vous pouvez en faire de cette prise de conscience Eh bien, je vais faire une prochaine vidéo dans le même registre qui va s'appeler « Comment s'évader d'une secte ». Donc je vous expliquerai une fois que vous avez pris conscience que vous êtes dans une secte, que faire. C'est un peu comme pour le pervers narcissique, tout ça. Une fois que vous avez pris conscience que vous êtes en couple avec un pervers narcissique, que faire? Les sectes, la plupart du temps, c'est des pervers narcissiques qui sont à la direction. Ils traitent les autres comme des objets pour satisfaire leur plaisir personnel et nient leur personnalité, donc c'est vraiment de la perversion narcissique. Donc voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie et de préparation mentale. Sur mon site internet masophrologie.fr, il y a le lien dans la description, il y a aussi les liens pour participer à mes ateliers et pour mes livres. Voilà, je vous souhaite une belle vie, je vous dis à bientôt, force et courage à vous dans votre chemin de vie et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.